Imaginez que nous sommes au début des années 1830, vous êtes officier de cavalerie, donc vous avez bien sûr un uniforme sublime et vos bacchantes sont tellement belles que vous pouvez faire craquer des corsages à 50 mètres. Alors naturellement votre arme principale est le sabre, l'épée ou même le fer de lance, mais il vous faut quand même une paire de pistolets pour compléter l'ensemble. Alors permettez-moi de vous présenter aujourd'hui le pistolet de 1833, deuxième type, qui est à mon avis le plus beau pistolet de tous les pistolets réglementaires à percussion. Bienvenue à l'atelier. Alors avant de rentrer dans les détails, je voulais juste faire un petit pas en arrière et considérer le propriétaire éventuel d'un tel pistolet. Donc comme j'ai dit, c'était pour les officiers de cavalerie. Donc à l'époque, la cavalerie est encore une unité de choc, donc elle combattait avec les armes blanches. Et ils avaient bien sûr des pistolets, parfois aussi des mousquetons, mais s'ils avaient recours aux armes à feu, c'était plus ou moins qu'ils avaient échoué à leur rôle. Et vu que c'est une arme d'officier, qui devait bien sûr donner l'exemple, il avait encore moins recours aux armes à feu, parce qu'il fallait donner l'exemple avec son sabre, son épée ou sa lance. Alors je pense que ces pistolets ont vu peut-être plus d'action dans un champ brumeux un samedi matin pour expliquer un point d'honneur entre gentilshommes que sur le champ de bataille. Mais bon, ceci dit, comme il s'agit d'une arme d'officier, ce sont des armes qui sont achetées par l'officier lui-même. Ils sont censés s'équiper eux-mêmes. D'habitude, ils étaient assez fortunés pour pouvoir être officiers de cavalerie de toute façon. Et ça veut dire que les armuriers ou les manufactures pouvaient proposer des armes un peu plus luxueuses et incorporant des technologies de dernier cri qui sera adoptée que plus tard pour les armes de troupe. Alors, nous avons ici une arme à percussion pure, donc il ne s'agit pas d'une transformation d'une arme à silex, et en fait il s'agit d'un exemple extrêmement précoce des armes réglementées à percussion au niveau mondial. Donc là on considère que ça a été développé sans doute en commençant 1830, 1831 par là. Comme je dis, c'est extrêmement précoce pour une arme réglementaire. Par contre, pour comparer au marché civil, il y a à peu près 10 ans de retard. Bien sûr, pouvoir garantir une mise à feu lors de la chasse, lors du tir sur cible ou même tir de duel était extrêmement important. Et il n'y a pas les considérations pour les armes réglementaires, donc le coût de transformation ou d'un nouveau système, la nouvelle formation des troupes, les nouvelles munitions et toutes les implications logistiques derrière. Pour le milieu civil, ça ne s'applique pas, bien sûr. Donc, ils ont bien sûr sauté sur le système à percussion pour transformer leurs pistolets, leurs fusils de chasse et ainsi de suite. Du côté réglementaire, ça s'est infiltré doucement, généralement en premier avec des armes, on va dire, d'élite, fusils de rempart, armes d'officier, carabines de tirailleurs, carabines de chasseurs et ainsi de suite. Donc si on commence par exemple par la France, nous avons en premier le fusil de rempart de 1831, ces pistolets d'officier, ensuite la carabine de tirailleur de 1837 et finalement l'infanterie dès 1840 avec un fusil lisse, bien sûr, encore. Les autres pays suivent plus ou moins la même chronologie. Le Royaume-Uni a le fusil de chasseur Brunswick au milieu des années 1830. L'infanterie a son premier fusil d'essai dès 1838, le modèle Lovell. Et ensuite, il décide en 1839 de simplement transformer les fusils Bess de l'époque à percussion. La Prusse suit plus ou moins la même chronologie. Premier fusil de chasseur dès 1831, généralisation en 1835 pour les chasseurs, et ensuite pour l'infanterie dès 1839. Le premier pays, par contre, à faire des premiers tests d'armes, des essais d'armes réglementaires est le royaume, je crois que c'est un royaume, de Wurtemberg, donc aussi un État germanique qui décide de faire ses premiers essais dès 1829. Bien sûr,
C'est un État avec une armée relativement faible, mais assez richissime, donc il pouvait se permettre d'expérimenter un peu. Par contre, le premier État à généraliser complètement le système à percussion est le royaume de Saxe dès 1835. Alors pour ce qui est des États-Unis, là, je ne connais pas trop, mais ça suit la même chronologie que tout le monde. Il y a une période d'essai dans les années 1830, et ensuite il y a une généralisation dès 1840, surtout pour l'infanterie, que ce soit des armes nouvelles ou des transformations. Alors, regardons un peu de plus près. Alors, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont sans doute remarqué qu'il s'agit plutôt, au moins esthétiquement, d'une arme de tir plutôt qu'une arme de guerre. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce pistolet reprend toutes les caractéristiques à la mode à l'époque pour les armes de tir sur cible ou par exemple les pistolets de coffret de duel. Et bien que je ne puisse pas le prouver, je soupçonne fortement que M. Nicolas Noël Boutet a eu une influence directe ou indirecte sur la création de ce pistolet. Lui-même a produit, sous forme de pistolet à silex, des armes quasiment identiques. Il était bien sûr directeur artistique à la manufacture impériale de Versailles en 1792. Et ensuite directeur général des manufactures et des locales de réparation à partir de 1798, avant de prendre sa retraite au niveau des manufactures en 1818, mais il continue ensuite sa carrière d'armurier civil, et aussi bien sûr il était un grand favori de Napoléon. Alors, regardons un peu ses caractéristiques d'armes de tir. Alors, la forme de la crosse tout simplement est ergonomiquement magnifique. Donc ça épouse bien la forme de la main. Nous avons aussi cette partie évasée en bas, qui donne un petit peu un repose-doigt si vous voulez, en plus de celui-ci sous le pontet. Donc avec ça, on peut compenser un peu la tendance de l'arme de pivoter, comme ça dans la main, avec le recul. Parce que le canon est quand même assez haut par rapport à l'axe du bras. Malgré ceci, ça le fait quand même toujours un petit peu. Et honnêtement, pour le tir, ces repose-doigts ici sont un peu traîtres, puisque c'est difficile à chaque fois de garantir qu'on appuie avec la même force. Et aussi, il faut garantir qu'on appuie directement en arrière dans l'axe de l'arme, sans pousser ou tirer à droite ou à gauche. Donc, au coup par coup, il faut faire attention au placement de ses doigts. Ensuite, si on regarde le canon, il y a un profil octagonal, il est en fer dit à ruban, et aussi il est légèrement tromblonné, que vous pouvez l'apercevoir, donc il a en fait un diamètre, une section plus grosse aux extrémités. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? À mon avis, c'était simplement esthétique, il n'y a aucune raison technique pour avoir ce genre de canon qui est beaucoup plus cher bien sûr qu'un canon en fer au profil rond et simplement sans ruban. Mais voilà, c'était une arme d'officier, ils peuvent se permettre des petits luxes. Alors, par contre, le profil tromblonné, il a, à mon avis, deux avantages. Le premier, comme il s'agit d'un pistolet de cavalerie, c'est que ça permet de réduire la hauteur du guidon, ce qui est quand même pas mal lorsqu'on va rentrer et sortir des gaines. Et aussi lors de chargement, j'ai remarqué qu'en fait ça donne, on peut le gripper mieux qu'avec un canon cylindrique, et ça a moins tendance à s'enfoncer dans la main. Surtout qu'avec celui-ci, lors du chargement, il faut bien frapper sur la baguette, alors cet évasement ici est quand même pas mal. Alors, nous avons aussi un canon rayé, et pas n'importe quoi, nous avons 48 rayures dites à cheveux, donc très très fines, et au fond il y a quelque chose de bizarre, mais là on va y venir dans un instant. Et nous avons aussi une baguette particulière, donc mis à part la petite bague ici qui est finement cisaillée pour faire joli, nous avons cette bague en laiton. Donc là, pour une fois, ce n'est pas simplement pour faire joli, il y a une raison, c'est que ça va protéger
ces rayures à cheveux, donc qui sont, je ne vais pas dire délicates, mais on ne veut pas abîmer les crêtes surtout. Et bien sûr, lors du chargement, cette baguette va frotter contre les rayures, et le laiton étant moins dur que le fer, si ça abîme quelque chose, ça va abîmer la baguette et non pas le canon. Alors quel est le gros secret? Eh bien, c'est que la culasse est construite selon le principe d'Elving. Donc on voit ici que le bouchon de culasse, en fait, comprend aussi le tonnerre du canon. Et c'était l'une des premières solutions qui essayait de résoudre le problème de pouvoir charger une arme rayée rapidement avec les avantages d'un canon rayé. Donc normalement, il fallait laborieusement charger une balle avec un calepin et le marteler jusqu'en bas. Donc au stand, il n'y a pas de problème. Sur le champ de bataille, c'est quand même un peu plus enquiquinant. Alors, voici comment la culasse est à l'intérieur. Donc comme vous voyez, nous avons une partie rétrécie, donc il s'appelle parfois le système à chambre rétrécie. Et donc cette chambre comprend toute la charge de poudre. Et en haut, nous avons cette surface annulaire contre laquelle la balle va venir en appui. Et avec la baguette, il faut donner 3 ou 4 coups bien secs pour justement dilater la balle contre cette surface annulaire pour qu'elle vienne prendre les rayures. Alors voici une balle que j'ai tirée avec ce pistolet. J'ai tiré dans un gros tas de vieux linge. Alors on voit ici à l'arrière la trace de la surface annulaire. Donc là, il y a une partie qui commençait à rentrer dans la chambre de poudre. C'est inévitable. Et on voit ici l'empreinte des rayures. Donc c'est impérativement une balle en plomb le plus pur possible, le plus mou. Donc là on voit l'autre surface avec les traces d'impact avec la baguette. Et donc il faut le charger sans calepin, sinon il n'y aura pas de transfert de rotation puisque les rayures sont tellement fines que s'il y a un calepin entre la balle et les rayures, en fait, il n'y aura aucun effet. J'ai essayé, ça ne marche pas. Et l'autre caractéristique notable est bien sûr la platine à Ponchara, nommée après son inventeur. Donc c'est sur cette arme que les premières platines dites inversées apparaissent. Donc celui-ci est du deuxième type. Le premier type que vous voyez ici en bas, mécaniquement est identique, c'est seulement que la forme de la platine est un peu plus grosse. Il y avait quelques petits soucis au niveau de la crosse, donc ils ont réduit un peu les dimensions. Mais mécaniquement, c'est pareil, donc elle est extrêmement simple, maintenue que par une vis à la contreplatine. Et à l'intérieur, nous avons un petit crochet ici en bas qui vient s'imbriquer dans ce plot. Donc malgré l'ouverture assez importante ici, ça ne fragilise pas particulièrement les pistolets. C'était une des craintes, mais comme on constate bien sûr, toutes les armes réglementaires à partir de 1840, les fusils ont aussi ce type de platine, il n'y avait pas vraiment de problème de fragilité. Alors, la platine elle-même est extrêmement simple. Cette forme permet d'éliminer un ressort simplement pour la gâchette, qui est ici, puisqu'on utilise simplement le bras inférieur du ressort, du grand ressort de la noix. Donc on voit que le bras supérieur est connecté à la noix avec un petit maillon, ici. Et cette surface ici, qui est un peu en forme de queue de poisson, vient en fait, c'est une surface de butoir pour empêcher la noix et donc le marteau de basculer trop vers l'avant. Donc ça vient en buter ici et ça bloque. Donc pourquoi? Eh bien, ça empêche simplement quand c'est démonté et qu'on lâche la platine, donc ça empêche de trop tourner ici. Et deuxièmement, si l'arme ou si le piston ici est enlevé pour le nettoyage par exemple et que on appuie sur la détente, ça veut dire que le chien ne va pas trop basculer et pourrait venir
frapper contre le tonnerre ou encore pire sur le bois ici. Donc normalement avec les platines régulières, avec la plaque de la platine ici vers l'avant, quand le chien tombe, par exemple sur les fusils 1822 T bis par exemple, le chien va simplement frapper le haut de la plaque de la platine, donc il n'y a pas de dégâts. Mais ici nous avons simplement du bois et il n'est pas trop épais. Alors ce système d'avoir le butoir interne est assez important. Alors maintenant que vous connaissez le principe de la culasse Delvigne, il y a deux questions qui se posent. Premièrement, comment est-ce qu'on va charger? Et ensuite, comment est-ce qu'on va le nettoyer? Alors pour la première question, bien sûr, si vous vous souvenez du profil de la chambre, nous avons donc une chambre rétrécie qui doit contenir toute la poudre. Alors comment s'assurer que toute la poudre rentre dedans lorsqu'on charge à la bouche? Alors il y a une méthode, on va dire, officielle, qui marche très très bien. Je doute très fortement qu'elle fut utilisée lors du combat par contre. S'il fallait recharger, je suis sûr qu'ils ont simplement versé de la poudre, la balle par-dessus, qu'ils ont peut-être martelé un petit peu avec la baguette pour s'assurer que ça retombe, ça ne ressorte pas. Et ils ont tiré, ils n'ont pas fait ce que je vais vous montrer. Bien sûr, avant le combat, on a tout son temps pour le charger comme il faut. C'est une arme d'officier, n'oublions pas. Alors je suis quasiment sûr qu'une fois déchargé, ils n'allaient pas recharger sur le champ. Ils allaient retourner derrière les lignes pour faire ça bien calmement à l'abri. Alors, pour charger le pistolet, il nous faut une dosette. Et celle-ci est contenue dans la crosse, ici. Nous avons ce bouchon à laquelle est attachée une grenadière, qui elle-même est assez intéressante, puisque dans cette position, elle peut pivoter librement. Par contre, quand on appuie dessus, elle s'imbrique dans le bouchon, et on peut ensuite les dévisser. Et là-dedans se trouve la dosette. Donc, c'en est une que j'ai produite avec la machine là derrière, puisqu'elles sont assez rares. Donc, elle est faite pour être vissée sur la baguette. Et de l'autre côté, nous avons un petit compartiment qui est dimensionné pour contenir la charge, qui est 1 gramme de poudre. Alors, c'est pas beaucoup, mais n'oublions pas que ça tire cette immense bille en plomb. Donc, et puis ce sera 5, 10 mètres, 15 mètres peut-être, donc je vous garantis que ça va faire mal, quelle que soit la petite charge de poudre qui est derrière. Alors, on sort la baguette, on remplit la dosette de hara, de poudre, on la visse sur la baguette, ensuite on prend son pistolet, on l'enfile sur la baguette, et on inverse le tout. Ça veut dire que la poudre est versée directement dans la petite chambre. Ensuite, on prend sa bille, donc il n'y a pas de calepin, et on donne quelques coups secs pour dilater justement la balle pour qu'elle prenne les rayures. Ce que je ne vais pas faire, sinon je ne la ressortirai pas. Alors, comme vous imaginez, au combat, c'est pas génial. Si je veux faire ça, charger de cette façon traditionnelle, je ne veux pas aussi non plus à chaque fois visser, dévisser la dosette et ainsi de suite. Donc je me suis fait une baguette lourde en laiton. Dans la poignée ici, j'ai percé un trou borgne qui a les mêmes dimensions que la chambre de poudre. Et de l'autre côté, j'ai un tasseau là qui a une cavité sphérique qui épouse la forme de la bille. Comme ça, je ne veux pas aussi pas trop mater la bille quand je tape dessus. Si je veux tricher, je me suis fait aussi ce tube pour simplement enfiler dans le canon. Donc il y a ici, c'est en aluminium, l'anneau ici est la même dimension que l'âme du canon. Comme ça, je l'enfile tout simplement et le tube se trouve directement en face de la chambre de poudre et je peux verser depuis le haut. Je respecte par contre la charge de 1 gramme. Et ça fonctionne très bien. Comme vous verrez dans la vidéo de tir qui va suivre très bientôt, je le promets. Alors, pour nettoyer la chambre
pose le même problème puisque nous avons une partie qui fait à peu près 17 mm et ensuite une partie réduite qui fait à peu près 8 mm. Alors comment est-ce qu'on nettoie ça? Alors je n'ai pas réussi à trouver un exemple d'un outil réglementaire pour nettoyer, un écouvillon spécial. Alors premièrement, je me suis dit que peut-être que je ferais un écouvillon avec 2 diamètres, donc un premier diamètre pour épouser le canon et un autre pour la chambre, mais je me suis dit qu'en fait la combinaison va sans doute dire que je vais pouvoir que nettoyer médiocrement les deux. Donc j'ai décidé de me faire un écouvillon pour chaque. Donc premièrement pour le canon, j'ai aussi un racloir sur la surface là, et j'ai fait pareil pour la poudre de chambre, la chambre à poudre. Donc pareil, il y a un petit racloir à l'extrémité, puisque c'est assez difficile de nettoyer avec un chiffon juste tout en bas. Donc ça aussi, ça marche, ça me permet de nettoyer assez rapidement le canon. Et je dois dire qu'en fait, les rayures s'encrassent très très peu. C'était assez surprenant. Là, j'ai tiré une quinzaine, peut-être même jusqu'à 20 balles. Jamais eu de problème d'encrassement, et puis ça s'est chargé très facilement. Alors, puisque nous sommes sur le sujet des accessoires, en fait, lorsque j'ai commencé mon étude sur ce pistolet, j'ai découvert qu'il y avait eu, au niveau d'essai, un outil pour tirer les balles. Donc, je l'ai reproduit simplement en estimant les dimensions. Il fallait de toute façon qu'il passe dans le logement de la crosse. Alors, nous avons donc un embout avec une vis. Donc, normalement, ça devrait être une vis à double filet, mais je n'ai pas les moyens de faire ça. D'ailleurs, ici, j'ai simplement reprofilé une vis à bois, mais néanmoins, ça marche assez bien. Donc, ça devrait normalement se visser sur la baguette. Je n'ai pas réussi aussi à calculer le pas de vis. C'est pas tout à fait métrique, c'est très proche du M6, mais pas tout à fait. Alors, c'est un peu branlant, mais bon, ça marche quand même. Donc, si la balle était coincée, on enfilait ça sur la baguette, et ensuite, on pouvait le faire mordre dans le plomb. Heureusement, c'est du plomb mou, bien sûr. Donc là, en appuyant et en tirant, poussant par contre, en fait, ça mord assez facilement dans le plomb. Et en fait, il ne faut pas vraiment visser beaucoup avant que ça vienne bien mordre dans le plomb là, et on voit déjà des filets de plomb qui sortent là de la vis. Et on a très rapidement une bonne prise. Et ensuite, il fallait donc tirer la balle. Et voilà, mais ça semble uniquement être un outil d'essai. Alors ensuite, le problème se posait de, si on a vissé comme un malade là-dessus, ça pourrait être difficile de séparer l'embout de la baguette. Ou peut-être inversement, si la vis est trop enfoncée dans la balle, ce serait aussi difficile de le dévisser. Donc c'est pour ça que je suppose que ce trou et ces deux tiges sont là, puisque ça permet, si tout est coincé, justement de mettre une tige de chaque côté, faire attention à sa main, et on peut ensuite simplement dévisser. Et voilà. Donc voici un peu d'archéologie expérimentale.
Alors la cible n'est pas trop mal, clairement ce n'est pas une arme de tir malgré les apparences, mais à mon avis ce que ça indique c'est que le tireur était plus ou moins garanti de toucher sa cible à 25 mètres. J'ai aussi testé à 50 mètres et en fait la dispersion était guère plus grande. Donc pareil, on pouvait plus ou moins garantir de toucher. Alors dans les deux cas, il y a quand même pas mal de contre-visées, donc disons qu'on vise le cheval pour tirer sur le cavalier. En tout cas, c'est beaucoup mieux que ce qu'on pourrait faire avec une arme à canon lisse, donc comme les 1822 et 1822T. On ne parle pas des T bis puisqu'ils sont rayés. Bien sûr, je sais qu'il est possible de bien tirer avec les armes lisses, mais il faut une combinaison de bon diamètre de balle, de bonne épaisseur du calepin et ainsi de suite. Tandis que ce qui m'intéresse, c'est la performance avec les cartouches ou les balles réglementaires.
Donc voici mon impression là-dessus. Nettement, c'est une arme supérieure. Alors, bien sûr, le système Delvigne a un désavantage, c'est bien sûr la déformation de la balle. Alors, sur le pistolet, en fait, ça se déforme moins que je pensais, quand j'ai retrouvé la balle là, au fond de mes chiffons. Bien sûr, il y a une limite à la force qu'on peut appliquer lors du chargement. Alors, si on est en selle, bien sûr, on peut l'appuyer peut-être contre sa cuisse ou contre la selle pour charger. Là, j'étais sur une planche de bois au stand. Et bien sûr, il y a une limite puisque si on met trop, la crosse va se briser, quelle que soit la qualité du bois. Donc il y a une limite de la force qu'on peut appliquer. Par contre, sur les fusils, puisque la culasse Delvigne fut aussi utilisée sur les fusils, donc le fusil de tirailleur de 1837 et ensuite les fusils de rempart 1838, 40 et 42. Là, ce sont des fusils très très robustes, ils sont massifs, ils ont une baguette en fer super longue avec une grosse tête lourde. Donc vous imaginez qu'en fait la balle va ressembler à un champignon une fois qu'elle est bien enfoncée dans le canon. Alors vous imaginez les performances aérodynamiques d'un champignon. Ils ont essayé de mitiger ceci en appliquant un sabot calpiné, donc entre la surface annulaire et la balle. Je pense que quand même il y a eu une petite amélioration de la précision, mais en fait le système n'a pas trop duré. Ensuite ils ont basculé, favorisé le système à tige, tout venin. Et bien sûr ensuite vient les balles auto-forcées minier. Alors la France n'est pas la seule à adopter le système Delvigne, il y a aussi beaucoup de pays satellites qui l'ont utilisé. Celle que je connais personnellement, c'est la carabine autrichienne de 1844, la Kammerbüchse, donc la carabine à chambre, ça donne une petite indication, un petit indice. Et elle tire exceptionnellement bien. Le canon a des rayures un peu du même profil, pointues, il n'y en a que 12, un peu plus lourd, ça ne va pas faire 48 comme celui-ci. Mais la baguette, pareil, a un anneau en laiton pour protéger les rayures. Et si vous regardez la chaîne Cap and Ball de notre ami Balázs, il y a une vidéo justement sur sa carabine de 1844, donc je recommande fortement. Voilà, je pense que j'ai plus rien à raconter au sujet de ce pistolet. Je vous remercie de votre attention, comme d'habitude. Merci aussi pour votre soutien, quelle que soit la plateforme de choix. Et puis, j'espère vous retrouver très prochainement avec une autre arme à présenter et à tirer. Merci.